les forces armées françaises et maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Pour lutter contre ces Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Pour lutter contre ces éléments terroristes. 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 Janvier 2013, 4000 soldats français sont déployés au Mali. Leur mission, arrêter l'avancée vers Bamako de rebelles djihadistes et indépendantistes touaregs. Pourtant, l'opération Serval est différente de la longue série des interventions de la France dans ses anciennes colonies. Les Français ne sont plus les seuls à avoir des intérêts dans la région. L'opération Serval est maintenant composée avec les investisseurs chinois et de nouveaux venus, les Américains. La France-Afrique est devenue le monde Afrique. Car l'Afrique est maintenant un pion essentiel sur l'échiquier mondial du XXIe siècle. De la Libye à la Centrafrique et du Soudan du Sud au Mali du Nord, les conflits, la terreur et le chaos se sont répandus sur tout le continent. Au cœur de cet embrasement, un territoire est stratégique, le Sahel. Cette vaste région qui englobe le Sahara au nord et les savanes au sud est devenue le nouveau front de la guerre internationale contre le terrorisme. Mais le récit officiel de la guerre contre la terreur masque-t-il une bataille d'une toute autre envergure? Il y a des ressources en abondance. Il y a du gaz, du pétrole, du coltan, de l'or, du cuivre, et la liste ne s'arrête pas là. Toute la période actuelle est marquée par ce qu'on pourrait appeler « a new scramble for Africa », c'est-à-dire un nouveau partage de l'Afrique. La guerre pour contrôler les ressources du XXIe siècle a déjà commencé. Au cœur de cette région tourmentée du Sahel, il est une nation, le Mali, parmi les plus pauvres au monde. Le chômage y est endémique. La majorité de la population peine à survivre. Déjà au XIIIe siècle, l'empire du Mali s'étendait sur une grande partie de l'Afrique occidentale. Il était fabuleusement prospère. Le sel, l'ivoire et l'or en avaient fait un carrefour majeur du commerce de l'époque. Mais très vite, ces richesses ont attisé les conquêtes. Nous avons le sentiment d'être en continuité d'une histoire. Nous sommes la transition entre l'Afrique du Nord et l'Afrique qui touche l'océan, l'Afrique forestière. Et donc, ce point de vue fait que nous avons une position stratégique essentielle. Qui contrôle le Mali contrôle l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire l'Afrique. C'est une position, c'est absolument clair. Et donc, cet espace devient un espace de convoitise. Les puissances européennes colonisent et se partagent le Mali et le reste de l'Afrique à la conférence de Berlin en 1885. La colonisation s'est présentée comme une véritable rupture. Rupture, je veux dire, c'est même une césure, hein, comme on dit, c'est-à-dire c'est une opération presque chirurgicale. La Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France prennent chacun leur part. L'empire colonial français s'étend sur une grande partie de l'ouest et du nord de l'Afrique. L'Espagne, l'Allemagne. Il va fournir les matières premières, comme le pétrole en Algérie
nécessaire à l'essor industriel et militaire de la France de l'après-guerre. Le 13 septembre 1960, la France fait exploser sa première bombe atomique à Regan, dans le Sahara algérien. Le fil rouge, c'est le pétrole et l'uranium. L'uranium, c'est l'uranium du Niger. Et quand on parle d'uranium, c'est pas simplement l'uranium, on pense toujours aux centrales d'Areva maintenant, mais l'uranium, c'était pendant très longtemps surtout de l'uranium militaire pour la force de dissuasion nucléaire française. Donc on voit bien que c'est intéressant de voir que finalement le Sahara, c'est quand même toujours le minerai le plus stratégique de la puissance nucléaire. Et quand la France, si elle a eu son fauteuil et son poste au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est non seulement parce que c'est une puissance nucléaire, mais aussi pour ses intérêts en Afrique. Et les deux sont liés, c'est-à-dire l'Afrique, le nucléaire, et c'est ce qui donne à la France finalement son rôle de puissance moyenne. Mais les vents de l'indépendance soufflent sur l'Afrique. La France perd ses colonies. L'indépendance de l'Algérie en 1962 est particulièrement problématique en raison de ses intérêts pétroliers stratégiques. Mais après 8 années de combats sanglants, les Français sont contraints de se retirer. Il ne faut pas oublier que quand la France s'est fait virer de l'Algérie, c'est vrai qu'il fallait trouver, pour la France, pour De Gaulle, il fallait trouver du pétrole ailleurs, et il a trouvé ce pétrole en Afrique subsaharienne, en particulier dans les pays comme le Gabon, le Congo. Malgré l'indépendance, les nouveaux États africains restent étroitement liés à l'ancien colonisateur. La France y conserve des troupes et garde une influence politique sur son ancien empire colonial. La France-Afrique est née. C'était tellement un système intégré, politique, militaire, économique, qu'il n'était pas question qu'il y ait un contrat important qui échappe à la France, non seulement dans son précaré, mais même hors de son précaré. À partir du moment où elle était puissante sur le plan sécuritaire, il suffisait de passer un coup de fil à un chef d'État pour avoir les contrats, sans appel d'offres bien évidemment, puisque la France était le gendarme de l'Afrique et défendait l'Occident dans toute cette région. Mais le monopole de la France ne va pas durer. Dans les années 60, la découverte de gigantesques réserves de pétrole dans le golfe de Guinée attire un nouvel acteur dont les besoins sont énormes. Les États-Unis. Pendant toute la période de la guerre froide, Français et Américains étaient en concurrence sur le continent africain. Des grands groupes comme Total contre des groupes comme Exxon et autres. Et il y avait toujours on voyait des enjeux stratégiques dans le domaine du pétrole importants. Les États-Unis investissent économiquement, mais aussi militairement sur le continent africain, devenu le nouveau champ de bataille de la guerre froide. Pour contrer les intérêts soviétiques, les Américains soutiennent secrètement des rébellions armées en Éthiopie et en Angola. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis restent la seule superpuissance au monde. Ils lancent en 1992, dans le cadre de l'ONU, une intervention dite humanitaire dans la Corne de l'Afrique, un territoire hautement stratégique. Ils envoient en Somalie 28 000 soldats dans le but de mettre un terme à une guerre civile. L'opération, qui prend fin 2 ans plus tard, se termine par un désastre. Des soldats américains sont capturés et tués, et les images de leurs corps mutilés sont diffusées par les médias du monde entier. Pour les États-Unis, c'est une humiliation. L'armée se retire. Durant ces années-là, l'Afrique est devenue un enjeu du terrorisme islamique. Les attentats de 1998 contre 2 ambassades américaines en Afrique donnent l'alerte à Washington. Au Kenya et en Tanzanie, l'explosion de voitures piégées provoque la mort de plus de 200 personnes et fait des milliers de blessés. La revendication vient d'un groupe obscur, Al-Qaïda. Son chef, encore méconnu,
Oussama Ben Laden devient l'ennemi public numéro 1 de l'Amérique. Sa traque ne fait que commencer. L'attaque du World Trade Center reconfigure l'échiquier mondial. Une guerre débute en Afghanistan qui va se propager bien au-delà. Après le 11 septembre, la menace terroriste était bien réelle pour les Américains. Et sur le plan politique, on cherchait à repérer précisément où elle allait frapper. Quelques mois après le 11 septembre, les Américains s'installent durablement dans la Corne de l'Afrique. Ils établissent leur première base militaire à Djibouti, au camp Le Monnier, un ancien fort de la Légion étrangère.